Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec notre décryptage du jour, consacré à une thématique fondamentale, le contrôle de l'inspection du travail sur le RIE, c'est-à-dire le règlement intérieur de l'entreprise. C'est une obligation légale qui est souvent perçue comme un mauvais moment à passer, alors qu'en réalité, c'est un système tout à fait prévisible. L'idée aujourd'hui, c'est de transformer cette petite contrainte en une vraie démarche proactive. Parce qu'un RIE qui est bien géré, c'est ni plus ni moins qu'un bouclier juridique qui garantit un environnement de travail structuré et conforme à 100%. Au menu d'aujourd'hui, on va balayer le sujet en 6 points très clairs, les missions de l'inspection, les 2 types de contrôle, les 6 pouvoirs de l'inspecteur, la fameuse gradation des actes, les sanctions financières, et on terminera avec une checklist de conformité super pratique. Première étape, le rôle et les missions de l'inspection. On a souvent tendance à voir l'inspection uniquement comme l'entité qui vient distribuer des sanctions. Mais c'est une perception vraiment erronée, et ce tableau le montre bien. Oui, il y a la mission de contrôle, bien sûr, mais la fonction de conseil et d'information est tout aussi vitale. L'inspection a carrément un devoir légal d'accompagner les employeurs. En clair, une entreprise transparente peut tout à fait solliciter un avis avant même de déposer officiellement son RI. C'est une démarche stratégique qui permet d'éviter des erreurs assez coûteuses sur le long terme. Et pour bien comprendre toute cette mécanique, il faut garder en tête un chiffre très simple, le chiffre 2, comme les 2 piliers législatifs qui fondent ce système. D'un côté, on a la loi 90/11 qui va s'occuper des relations de travail et qui fixe les règles de fond du RIE lui-même. De l'autre côté, il y a la loi 90/03. C'est un texte crucial parce que c'est le véritable mode d'emploi de l'inspecteur du travail. Ça définit ses prérogatives, ses limites et sa façon d'opérer. Ce sont vraiment les 2 faces d'une même pièce. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point, les 2 types de contrôle, le contrôle préalable et le contrôle permanent. C'est là qu'il faut bien faire la distinction au niveau de la temporalité et du but recherché. Le contrôle préalable, c'est un peu la case départ. Il se fait à la création ou à la révision du RIE. Dès que le document est déposé, l'administration a un délai strict de 8 jours pour le valider. À l'inverse, le contrôle permanent, c'est totalement différent. Il peut tomber à tout moment, de manière complètement inopinée. Là, on ne regarde plus la théorie sur le papier, mais l'application réelle et effective du règlement au quotidien dans l'entreprise. Troisième section, penchons-nous sur ce qui se passe lors d'une visite avec les pouvoirs de l'inspecteur. Alors là, attention, cette citation de l'article 5 de la loi 90-03 est lourde de sens. À toute heure, de jour comme de nuit, c'est un impact juridique retentissant. L'inspecteur n'a absolument aucune obligation de prendre un rendez-vous si l'entreprise est en activité. Donc oui, si une équipe de nuit est sur place à 3 heures du matin, un contrôle peut techniquement se produire à ce moment-là. D'où l'importance capitale de maintenir une conformité permanente. Et face à ce droit d'entrée inopiné, l'article 6 donne à l'agent de contrôle exactement 6 pouvoirs d'investigation redoutables. L'inspecteur peut faire des choses très poussées. Interroger n'importe quel travailleur, faire des prélèvements, exiger d'être accompagné, faire appel à des experts, etc. Mais le point le plus sensible aujourd'hui, c'est la communication des registres. L'agent a le droit absolu de demander à voir le RIE approuvé et de fouiller dans les dossiers disciplinaires récents. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour vérifier millimètre par millimètre si la sanction qui était donnée sur le terrain correspond très exactement au texte qui a été validé. On passe à la 4e étape, la gradation des actes ou l'art de l'escalade des sanctions. Contrairement à pas mal d'idées reçues, la sanction pénale est très rarement le tout premier recours. En fait, l'inspecteur doit suivre une progression très claire divisée en 3 niveaux. Au niveau 1, on a l'observation écrite. C'est un simple avertissement formel qui est noté dans le registre. Si l'anomalie n'est pas corrigée, on monte d'un cran avec le niveau 2, la mise en demeure. Là, l'inspecteur fixe un délai strict pour se conformer. Et si ce délai est royalement ignoré, on arrive au niveau 3, le procès-verbal d'infraction. C'est un acte grave, transmis directement au pénal et qui est présumé exact. Le vrai truc à retenir ici, c'est qu'une entreprise réactive a toutes les cartes en main pour désamorcer la procédure bien avant d'arriver au tribunal. Mais attention à cette exception cruciale, prévue par l'article 12. S'il y a une violation flagrante de dispositions impératives, la phase de clémence saute purement et simplement. L'entreprise se retrouve avec un délai maximum de seulement 8 jours pour tout régler. Passé ce délai, c'est la saisine directe et immédiate des tribunaux. 5e point, les sanctions financières. Parce que la non-conformité, c'est un risque business très concret. Ici, le risque financier est chiffré noir sur blanc, en dinars. Par exemple, ne pas déposer son RIE, ça coûte entre 1000 et 2000 DA. Faire obstacle à la mission de l'inspecteur, l'amende grimpe entre 2000 et 4000 DA. Au final, le manque de rigueur a un prix parfaitement mesurable. Et le pire, c'est qu'il est totalement évitable. Le plafond financier le plus élevé peut atteindre 20 000 DA.
C'est une sanction prévue pour punir toute entrave au fonctionnement du comité de participation lors de l'élaboration du RIE. C'est un indicateur très fort qui montre la volonté féroce du législateur de protéger le processus de consultation des travailleurs. Et toujours dans cette logique de protection, il faut souligner les articles 18 et 19 qui sont absolument intraitables sur la confidentialité. Imaginons qu'un contrôle soit déclenché par la plainte d'un salarié. L'inspecteur est tenu au secret professionnel le plus strict et doit garantir l'anonymat du plaignant. Si une direction essaye d'identifier la source de la plainte, non seulement c'est peine perdue, mais c'est surtout considéré directement comme de l'entrave. C'est donc un risque juridique majeur. On termine avec notre 6e section, la checklist de conformité pour bien préparer sa visite. On le sait, l'anticipation, c'est le nerf de la guerre. Quand l'inspecteur arrive, certains documents doivent être instantanément disponibles. Il ne faut surtout pas passer des heures à les chercher. Il faut avoir sous la main le RIE approuvé, les récépissés de dépôt, les preuves formelles d'affichage pour les salariés et un registre des mises en demeure du mon côté et paraphé. Pouvoir présenter ces éléments tout de suite, ça permet au contrôle de démarrer dans un climat de confiance totale. Et au-delà des papiers, il y a aussi la posture professionnelle, qui permet d'éviter la fameuse accusation d'obstruction dont on parlait plus tôt. Un audit bien géré, c'est simple, on vérifie courtoisement la carte de l'agent, on désigne un seul et unique interlocuteur, comme le DRH, pour centraliser les réponses, on accompagne physiquement l'inspecteur dans les locaux, on lui donne les documents demandés et surtout on n'oublie jamais d'accuser formellement réception de ses observations. Alors au final, un employeur transparent, qui a bien compris la gradation des actes, qui maintient ses registres à jour et qui voit l'inspection comme un organe de conseil, a-t-il vraiment lieu de craindre ce contrôle permanent ? Pas du tout. La conformité cesse d'être une vulnérabilité pour devenir un véritable bouclier impénétrable. Et cela nous amène à une question inévitable. Comment est-ce qu'on utilise ce fameux bouclier lors d'un litige formel ? Non plus face à un inspecteur, mais cette fois-ci devant un juge. Ce sera justement le sujet fascinant de notre prochain décryptage. Merci pour votre écoute.